Aujourd'hui, on va parler du fonctionnement du projet Star Citizen Squadron 42. Alors pourquoi ce sujet déjà et pourquoi aujourd'hui? Le sujet c'est tout simplement parce que j'ai eu pas mal d'échanges avec des personnes sur le Discord qui m'ont tout dit, mais ton point de vue il est intéressant et ce serait dommage de ne pas le partager de manière plus large. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il a d'intéressant ton point de vue, d'où Eh ben, tout simplement, je ne travaille pas chez CIG, je ne travaille pas dans le monde du jeu vidéo, mais je suis habitué aux gros projets. Et ils ont tous tendance à fonctionner selon les mêmes process, voilà, les mêmes méthodes, quand on veut que ça fonctionne en tout cas. Et c'est ce point de vue-là que je vous apporte, tout simplement. Je ne vais pas vous apporter des points de vue techniques, parce que très franchement, j'y connais pas grand-chose, hein, il y a quelques notions, mais sans plus. Je vais vraiment vous parler du fonctionnement d'un projet. Et je vais me baser aussi sur ce qu'on sait de ce qui ressort de Spectrum, ce qui ressort des vidéos que fournissent CIG. Les informations vraiment que je suis allé piocher, c'est de CIG et de personne d'autre. Comme ça, c'est clair. Pourquoi maintenant? Là, c'est un peu plus gênant. Ça fait longtemps que je travaille sur cette vidéo. Mais j'arrivais pas à trouver le bon axe pour la faire parce que soit je partais trop sur l'explication de ce qu'est un projet pour me baser dessus, et là du coup c'était chiant à faire et c'était chiant à regarder aussi, du coup ça apportait rien à personne, soit ça n'était pas assez. Puis je me suis dit, pars tout simplement de tes discussions, des échanges que tu as sur Discord, repars des questions qu'on pose en fait, et ça va bien se passer, en tout cas j'espère. Après, ce que je vous propose, c'est d'avoir des échanges, déjà sur cette vidéo, et ensuite sur le sujet lui-même, lors d'un live que j'annoncerai à la fin de la vidéo. J'annoncerai la date à la fin de cette vidéo. Ce sera quand même super intéressant, surtout qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont plus qu'un avis, mais au moins un regard sur cette question-là. Et ça sera sympa d'échanger, quoi. Avant de répondre aux questions, je vais parler un peu de ce que j'ai mis là. Je vais pas mal me baser dessus, donc je vais peut-être vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Ce que je vous ai mis tout en haut, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est les phases d'un projet, d'un jeu vidéo tel qu'on les connaît aujourd'hui. Tout le monde, ou presque, a entendu parler des phases alpha, des phases bêta. Je vous ai mis une image DLC quand le jeu est sorti. C'est de la merde, voilà, je peux pas vous le dire autrement. Juste en dessous, je vous ai mis en comparaison des phases d'un projet et on va se baser plus là-dessus parce que vous voyez, il y a des termes et les mots ont un sens, hein, n'est-ce pas Max? Et quand on vous dit phase alpha, souvent ça inclut minimum les premières phases que je vous ai mis sur la gauche, hein, faisabilité, conception, définition, développement. Parfois, alors selon les éditeurs, selon les développeurs, et on te rajouter une partie de qualification dedans. D'autres la phase bêta et avoir du développement de la qualif, enfin ça part dans tous les sens et du coup ça veut plus rien dire. Aujourd'hui on peut dire, et souvent on le dit, que Star Citizen est un projet en phase alpha. Chez moi la phase alpha, la phase A, c'est la faisabilité conception et c'est tout. C'est la phase où on étudie le projet, mais on y reviendra. En dessous, je vous ai mis quelques dates CIG qui sont malheureusement plus à jour parce que ce graphique il date un petit peu déjà, pour vous dire qu'il date du début de l'année 2020. Merci à Frapwam qui l'a fait. Et tout en bas, la Squadron 42, la phase définition développement, elle est sur 2016-2020, c'est pas vrai, puisqu'on n'entrera pas en phase de qualif, donc la bêta, hein, ils appellent ça bêta, avant probablement 2021. Donc à la base ça devait être mi-2020, puis septembre 2020, puis il y a eu Covid et on est passé à plus tard. Donc 2020 vous oubliez, vous remplacez par au moins 2021. Bien, maintenant qu'on a expliqué tout ça, il est temps de répondre à la première question. Et cette première question, c'est deux questions en fait. C'est pourquoi c'est si long et où passe l'argent. C'est parti. Pourquoi c'est si long et où passe l'argent? Alors, déjà, il faut qu'on parle budget, parce que sans budget, pas de projet. On va être clair. Donc, comment ça se passe d'habitude? Vous avez soit un patron qui vous dit tiens, tu vas me faire ça, t'as tant de pognon, c'est votre budget, vous vous démerdez avec. Soit vous avez une idée, vous allez voir votre patron, votre banquier, des financiers, où vous faites un financement participatif, et vous aurez votre budget pour votre idée. Ce qu'a fait CIG, c'est le financement participatif. Sauf que
quand l'ami Chris Roberts est arrivé avec ses 2 millions en disant donnez-moi 2 millions, je vais vous faire un beau jeu vidéo dans l'espace, vous allez voir, ça va être un jeu solo, ça va être génial, vous allez vous éclater. Comme il avait eu pas mal de succès avec les mêmes genres de jeux dans les décennies précédentes, il a eu beaucoup plus que 2 millions. Et du coup, il s'est dit, il n'a pas été bête, il s'est dit, bah attends, ça a autant de succès, voilà ce que je propose. Soit on s'arrête là, et avec ce pognon-là, je vous fais ça, soit je vous liste un certain nombre de choses, et ben, on va essayer de réaliser ça. Le vote a été fait, et on a décidé qu'on irait jusqu'à 65 millions de dollars, et qu'il y aurait tout ce qu'il a listé là. Voilà. Ça a un impact en termes de temps. Ça a un gros impact, tout simplement parce que, normalement, Chris Roberts, il était à la fin de cette phase de faisabilité conception. Il avait les technos, il avait réfléchi, il avait étudié tout ça, et il avait dit, mais j'ai besoin de tant d'argent. Et bien là, du coup, il a fallu qu'il revoie son concept. D'avoir autant de pognon, il a fallu qu'il revoie complètement son concept. Les 65 millions de dollars, il les a eu fin 2014. Il a continué à réfléchir à son concept jusqu'en 2015. Et dites-vous bien que cette phase-là, il y a très peu de développement. C'est-à-dire qu'il y a des preuves de concept, les POC, comme on les appelle. Et à part ça, il y a eu très très peu de développement. En tout cas, pas de développement de ce qu'allait devenir le jeu. Donc déjà, vous rajoutez, par rapport à ce qui était à l'origine, vous rajoutez 3 ans sur la toute première phase qui est la faisabilité conception. Ça rajoute du délai. Pour moi, c'est pas choquant. Une phase de conception qui dure 3 ans, quand on se pose en termes de R&D, c'est pas choquant. Voilà, moi j'ai vu plus long. Donc, mais forcément, pourquoi c'est long, c'est déjà une première réponse. Deuxième point, c'est monter les studios. C'est pas tout d'avoir un gros projet, mais il faut des équipes pour ça. Il faut des équipes, donc il faut recruter des équipes, c'est long. Tu vas pas recruter n'importe qui non plus pour faire un jeu vidéo, donc il faut faire passer des entretiens, etc. À la base, il faut pas oublier qu'ils étaient moins de 13, je crois. Je sais plus à quel moment ils étaient 13, mais c'était vraiment au tout début. Aujourd'hui, on est plus de 600, mais ça a pris 8 ans pour atteindre plus de 600 personnes. Voilà. Donc ça s'est pas fait en un jour, il a fallu acheter ou louer des locaux, il a fallu acheter du matos, etc., etc. Donc non seulement c'est long, parce que il faut compléter tes équipes, il faut que tu aies des gens pour faire du développement, mais en plus c'est cher, parce que ok, la plupart des éditeurs ont déjà des équipes en place, ils ont déjà tout en place en fait, eux ça ils n'ont plus à le payer. Évidemment qu'ils payent leurs équipes, ils leur envoient pas des rallyes, mais tout ça c'est déjà en place, donc c'est forcément moins long. Et vu qu'ils ont déjà le matos, etc., même s'ils font évoluer leur moteur et ce genre de choses, c'est moins long et c'est moins cher. Voilà. Le troisième point, c'est l'envergure du projet. Alors, effectivement, ce que propose Chris Roberts aujourd'hui, ça n'a strictement plus rien à voir avec ce que c'était en 2012, et c'est un projet extrêmement ambitieux. C'est-à-dire que c'est des choses qui n'ont jamais été faites, il y a beaucoup de R&D, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui étaient méfiants à propos de ce projet, c'est parce qu'il innovait vraiment. Donc ils étaient un peu inquiets, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est normal. Quand tu fais de la R&D, quand tu proposes des nouvelles choses, il y a des chances que tu te vautres beaucoup plus que quand tu pars sur quelque chose qui existe déjà. Mais c'est aussi ce qui a intéressé pas mal de monde, moi y compris. Il n'y a pas juste Chris Roberts qui arrive, il va faire un jeu dans l'espace, génial, ça m'intéresse. Non, il y a aussi le fait qu'il innove. Je sais pas vous, mais moi, ça fait des années et des années que j'en ai un peu marre qu'on me balance des jeux en me disant vous allez voir, c'est extraordinaire, ça innove, et qu'au bout d'une heure, il est bien ton jeu, mais d'où il innove quoi. Et chaque année, vous utilisez les mêmes moteurs, vous ne rajoutez pas grand chose en termes de gameplay. C'est pas pour ça que le jeu est mauvais, mais bon, je vais pas le kiki tout dur, quoi, très franchement. Donc là, oui, en plus, au-delà de proposer des nouvelles technos, il propose 2 jeux. C'est-à-dire qu'un jeu en monde ouvert, un MMORPG, et un jeu scénarisé. Alors c'est basé sur les mêmes technos, c'est basé sur le même lore, voilà. Il y a pas mal de choses qui sont transverses. C'est effectivement plus facile pour développer 2 jeux en même temps, mais ça reste développer 2 jeux en même temps. Voilà. Et tu peux pas répartir tes ressources comme tu veux. Donc forcément, ça aussi, c'est plus long. Le 4e point, et là on va beaucoup parler d'argent et de temps aussi, parce que c'est forcément plus long, c'est la recherche et développement. J'ai un peu abordé. La première fois que Chris nous parle de recherche et développement dans sa liste, là c'est à 22 millions de dollars, c'est-à-dire 20 millions de plus
que ce qui est prévu à l'origine. Il sait que la R&D, non seulement ça coûte énormément de pognon, parce que faut pas rêver, hein, recherche et développement, ça veut dire qu'il faut que tu recrutes des pointures dans ce domaine, et les pointures, ça coûte cher, hein, voilà. Et la deuxième fois qu'il nous parle de R&D, c'est pour la génération procédurale des planètes, c'est à 41 millions de dollars. Et ouais, les pointures, ça coûte très très cher, t'es même pas sûr d'arriver jusqu'à ton objectif, donc il s'est méfié, et il a eu tout à fait raison. Donc ça prend du temps, ça prend beaucoup de pognon. Aujourd'hui, au stade où on est du projet, je sais que les mecs ils me disent comment ça t'es pas sûr d'y arriver, il y en a qui ont entendu ça et quasiment que ça, rassurez-vous, la plupart des technos sont déjà, je veux dire, génération procédurale des planètes, on l'a, hein, on le voit, ils l'améliorent constamment, donc ça va de plus en plus vite, de plus en plus beau. Alors, je pense que personne ne peut dire le contraire. Le face over IP, ça marche aussi plutôt pas mal. La plupart des technos, c'est déjà en place, il reste quelques points à terminer, mais la dernière fois Chris Roberts en a parlé, il a dit c'est pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. Donc il a l'air quand même franchement plutôt confiant. Fin de l'aparté. Donc R&D, beaucoup de temps, beaucoup de pognon. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Le cinquième point, c'est le mode de développement. Alors, je vais reprendre mes petites phases là. Il faut savoir qu'on est passé du mode Kanban. Alors, c'est quoi ce terme barbare ? C'est tout simplement une question de SAS. Donc, je vais rester très simple. Là, j'ai mes phases, hein, phase de projet. Donc, la première, faisabilité, conception, c'est là que vous allez faire un cahier des charges. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cahier des charges, Google est votre avis. C'est là où vous listez vos exigences de très haut niveau. C'est-à-dire que je veux un MMORPG, 100 ans de chargement entre les différentes planètes, avec des IA qui déchirent tout, etc., etc. Donc c'est vraiment... on sait où on va, mais on ne sait pas du tout comment on va le faire, quoi. La phase suivante, la phase de définition, c'est justement transformer ça en quelque chose de compréhensible pour les développeurs, ce qu'on appelle les spécifications. Les spécifications fonctionnelles. Donc, entre le moment où les décideurs disent tiens, enfin pas les décideurs, mais où tu as le cahier des charges et les specs, tu as des échanges entre les équipes qui s'occupent de faire ça, et déjà, faut valider si au moment de passer ce SAS, les décideurs disent non, ça va pas, revois tes specs, ou revois ton cahier des charges, parce que là c'est le cahier des charges. Le mec il refait son cahier des charges, il recommence, il repasse la revue jusqu'à ce que ça passe. C'est long. Et c'est pas tout, parce que derrière, ce que je vous disais, les specs fonctionnels, au moment de passer la revue si jamais ça correspond pas suffisamment à ce qu'il y avait dans le cahier des charges, le mec il va dire tu recommences. Donc on revient là, et puis on revient là. Et puis il y a le développement. Quand ça passe au développement, les techniciens ils disent alors les specs là c'est bien, mais avec les technos et les outils que j'ai, je peux pas le faire. Ah merde, donc tu reviens à tes specs, qui, si tu les modifies trop, peut-être qu'il faut revoir le cahier des charges. Enfin bon, t'arrêtes pas, quoi. Alors le cahier des charges, il est très peu revu, je vous le cache pas, hein, c'est juste pour vous donner un exemple, mais voilà, parfois, tu t'arrêtes pas de revenir en arrière, et c'est des SAS, donc c'est très fermé, il se passe du temps, il y a du travail qui est accompli. On a entendu au sujet du projet Star Citizen, des mecs qui disaient j'ai travaillé 6 mois, et pour finalement entendre dire que c'est pas ce que le patron voulait. Oui, alors il n'y a pas que dans ce milieu-là que ça arrive, hein, je vous le dis très franchement. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est passé au mode Scrum Board, le mode agile. Alors, c'est des équipes intégrées, c'est-à-dire que tout le monde va être un peu à tous les niveaux. Il va y avoir des membres des équipes à tous les niveaux pour échanger. Et il va y avoir des sprints. Donc on va peut-être revoir les specs en même temps qu'on fait du développement et qu'on qualifie ce qui a été fait. Il y a toujours des petits SAS, il y a toujours des étapes de validation tout simplement, sauf qu'en équipe intégrée, c'est quand même beaucoup plus fluide. On a vu cette différence, cette évolution, les Evocati ont vu cette évolution lors des phases de qualif. Du build qui est jouable. Tout simplement parce que on est passé d'un gros paquet qui arrivait 3 semaines avant la release, et il y avait tout à débugger, hein. C'était vraiment le gros paquet d'un coup, à un petit bout du paquet. On fait des sprints, on corrige jusqu'à ce que ce soit validé, puis on a un petit bout en plus, puis un petit bout en plus, un petit bout en plus qu'on valide à chaque fois. Ça va plus vite, c'est plus fluide, et il y a moins à débugger, quoi. Voilà, tout simplement. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu former les équipes au mode agile.
mais au final, je pense vraiment qu'on va gagner du temps. Vraiment. Le point suivant, c'est avoir une alpha ouverte. Alors, je vais utiliser le mot alpha. C'est avoir un build jouable. Tout simplement, Chris Roberts, il a dit ok, les joueurs auront accès à quelque chose auquel jouer. Ça permettra d'une part de valider que ce qu'on développe, ça leur plaît, et ça leur permettra de patienter un petit peu. Alors, avoir un build jouable, ça ne veut pas dire avoir un build sans bug. Les bugs, on va y revenir, mais c'est juste que ça veut dire qu'il y a des ressources. C'est les équipes de Todd Papy qui sont là pour aller piocher dans les technos, d'aller piocher dans les fonctionnalités, voir ce qui est possible de mettre dans un build auquel les gens vont pouvoir jouer sans cracher toutes les 2 minutes. Ça veut dire ça, avoir un build à ce stade du développement. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Voilà, avoir un build jouable à ce stade du développement alors que les technos sont même pas terminés, cherchez pas, ça n'arrive pas. Voilà, c'est avoir un build jouable à la rigueur pour des joueurs en qualification, mais là on n'est pas à la qualif. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque build, effectivement, vous allez me dire, mais il y a une étape de qualification, tu viens de le dire, pour les Evocati, ils qualifient, pas que, hein, mais il qualifie le build jouable. Oui, mais il qualifie pas l'ensemble du projet. Ça c'est vrai, ces étapes-là, elles sont vraies pour chaque morceau du projet, entre guillemets chaque morceau. Chaque technologie, elle va suivre le même chemin, mais il y a aussi l'ensemble du projet. Voilà, l'ensemble du jeu vidéo, quoi. Donc la technologie de la FOIP, elle est aujourd'hui en phase de qualif exploit. D'accord. La technologie des procédurales, les générations procédurales des planètes, elle est plutôt en qualif exploit, hein, ils l'utilisent. Donc elle est en exploitation. Et ils la font évoluer. Mais le jeu, lui, il n'est pas terminé, il est encore au stade du développement. Voilà. Et on se retrouve avec quand même un build jouable, mais sauf que ça rallonge le temps de développement, parce que les ressources que tu as pour avoir un build jouable, tu les as pas sur le développement du jeu vidéo. Donc c'est un peu plus long et en plus ça coûte de l'argent. Voilà. Le dernier point sur c'est long et ça coûte du pognon, c'est Chris Roberts. Et oui, Chris Roberts, bien sûr que Chris Roberts a un impact considérable sur la durée du projet. Tout simplement parce que oui, il a tendance à mettre son nez partout, c'est ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'un producteur ou un chef de projet qui met pas son nez partout, c'est un mec qui s'en fout et qui a autre chose à foutre. Et forcément, ce sera pas forcément ce sera pas forcément ce qui était attendu. Voilà, c'est le risque. Avec Chris Roberts, on sait que sa vision, elle va plaire à beaucoup de genres. C'est des jeux de Chris Roberts, on a déjà eu entre les mains, ça nous plaît. Évidemment, ce mec, il a un niveau d'exigence de qualité qui est très au-dessus de la moyenne dans l'édition de jeux vidéo. Dans les développeurs, peut-être pas, mais les développeurs, ils ont affaire à des éditeurs. Donc, niveau d'exigence, bon, tu fais une moyenne et voilà. Lui, il dit, le jeu, il sortira quand il sera prêt. Ça veut dire que quand le jeu satisfera ses exigences, il sortira, et pas avant. Donc, forcément, ça rajoute du temps. Alors, personnellement, ça me convient très bien. Ça ne fera chier que les gens qui ont envie que ça sorte vite. Dites-vous bien que plus un jeu sort vite, moins il sera qualitatif. Faut pas rêver, hein. Forcément, plus tu vas vite, moins tu as de la qualité. Il n'y a aucun secret, tout le monde le sait. Chris Roberts, il est là pour s'assurer que le jeu sera de qualité, et oui, ça a un coût en temps. Normal. Et là, j'ai fait tous les points que je voulais voir. Alors, c'est déjà vachement long cette partie-là, et on va passer à la deuxième partie qui est pourquoi il y a encore des bugs. Allez. Question suivante, pourquoi les bugs ne sont pas corrigés? Pourquoi il y a des bugs qui reviennent constamment? Et c'est une question que je peux tout à fait comprendre. Et je vais vous dire pourquoi, à mon sens, alors, comment je l'explique moi. On a déjà vachement discuté des différentes étapes dans la partie précédente, et les bugs, normalement, sur un projet, ils sont corrigés lors de la phase de qualification, c'est-à-dire juste avant que le jeu soit livré, qu'il y ait une release, voilà, le jeu il est complet, il est livré. Là, ce qu'on a, c'est un build jouable sur des premières phases de développement. On n'en est pas à la qualification de l'ensemble, de la globalité du jeu. On en est à qualifier des technos, des gameplays, etc. Ça, je vous l'ai déjà expliqué.
Mais comme on a un build jouable, et que dedans, ils intègrent des nouvelles technos, etc., on a donc une équipe qu'il faut payer, et qui est déduit à faire fonctionner ce build. Donc comme je l'ai déjà dit, le truc c'est d'avoir un build jouable, pas un build qui ressemble à un jeu terminé avec pas de bug, quoi. Alors comment ils décident de quel bug est corrigé et quel bug n'est pas corrigé? Et c'est là que ça devient intéressant. Quand ils sont au début du mois ou un peu avant le début d'une nouvelle session, d'un nouveau trimestre, où ils vont intégrer des technologies dans un build et qui vont nous livrer 3 mois plus tard, ils se réunissent tous ensemble et ils font une liste, alors déjà des choses qu'ils vont rajouter, mais aussi de tous les bugs qu'ils vont corriger. Alors dans ces bugs, ce qui va forcément passer, c'est tout ce qui est bloquant ou critique. Bloquant, c'est le jeu ne fonctionne pas. Voilà, point barre. Donc ça, évidemment, faut corriger. S'ils ont un build qui est pas jouable, de base ça marche pas. Tout ce qui est critique, c'est que ça limite vraiment l'accès au jeu, que ça tue un certain nombre de fonctionnalités. Là, c'est vraiment critique. On peut jouer, mais soit on peut jouer pas longtemps, soit il y a beaucoup d'aspects du jeu qui ne sont pas jouables. Là, c'est critique. Après, il y a le niveau majeur. Donc, souvent dans le majeur, c'est une fonctionnalité qui est impactée, mais qui n'est pas totalement perdue. Voilà, qui est perdue, mais qui n'est pas très importante. Ou qui est perdue, mais qui est très peu utilisée par les joueurs. Voilà. Et après, l'autre niveau, c'est mineur. C'est un truc, c'est du détail, quoi. C'est je peux pas ranger mes armes dans mon cutlass. C'est mineur, c'est un truc, franchement, tout le monde s'en fout, c'est totalement contournable, quoi. L'autre aspect de ces bugs, c'est au niveau des bugs majeurs notamment, c'est ok, le bug existe, il est vraiment chiant, mais est-ce qu'il y a une solution de contournement? Donc quand vous avez des bugs comme ça qui vous font chier, n'hésitez pas à aller chercher dans les councils, si vous le retrouvez, peut-être que tout en bas, il y a un mec qui vous a marqué, pour contourner le bug, moi j'ai cette solution. Voilà. Donc eux, quand ils font leur liste, ils vont vérifier, donc je vous dis, tout ce qui est bloquant, tout ce qui est critique, ça sera corrigé. Tout ce qui est majeur, sans solution de contournement, ils vont se demander est-ce que ça vaut le coup de mettre des ressources dessus. Le truc c'est, sur ces bugs majeurs, est-ce que par hasard il va pas y avoir une nouvelle technologie qui va être intégrée, qui va solutionner le problème? Si c'est dans 6 ou 9 mois, est-ce qu'on s'embête à corriger le bug? Le truc, voilà, c'est vraiment entre le nombre de personnes qui l'utilisent, la gravité du bug et le temps avant qu'il soit supprimé naturellement entre guillemets par une nouvelle technologie, il faut bien faire l'équilibre. Pourquoi? Parce que ça a un coût. Ça a un coût en temps et en argent. C'est l'argent qu'on leur a donné. Donc j'aime autant qu'ils l'utilisent correctement en se faisant pas chier à corriger des bugs qui de toute façon vont être éliminés. Sachant que dites-vous bien que les bugs qui ont été corrigés et qu'on ne voit plus, cela passe à l'as. C'est naturel ceux qu'on remarque le plus, c'est ceux qui reviennent. Mais il y en a plein qui sont jamais revenus. Sauf que ceux qu'on remarque le plus, évidemment, c'est ceux qui reviennent. Voilà. Le truc, je vais prendre un exemple pour vraiment ça vous parle. Je vais prendre l'exemple sur les interfaces. Il y a un peu plus d'un an et demi, peut-être même 2 ans, je sais plus. On avait eu une petite vidéo avec Zane qui s'occupait des interfaces à l'époque. Je suppose qu'il est toujours, mais on l'a pas vu depuis longtemps. Et il nous avait dit, la techno c'est du flash pour les interfaces, et ça suffira pas pour l'ensemble du projet. Il faut passer à autre chose. À l'époque, il ne l'avait pas nommé. Cette autre chose, c'est les building blocks. On en a beaucoup entendu parler ces précédents mois. C'est la nouvelle technologie pour les interfaces. Elle est en cours d'intégration, si ce n'est, par exemple pour les vaisseaux, elle est, je crois, intégrée. Il n'y a plus qu'à faire du polissage, à différencier les interfaces pour les différents vaisseaux. On a vu une petite vidéo il n'y a pas longtemps. Et ben voilà, si ils avaient des problèmes d'interface en flash il y a 6 mois et qu'ils savaient que 3 mois plus tard ils allaient avoir les building blocks qui allaient résoudre le problème, ça valait pas le coup tout simplement de corriger ce bug là, très clairement. Rappelez-vous que c'est votre pognon, donc il faut quand même corriger les choses de façon intelligente. Voilà, tout simplement c'est fait comme ça. La partie suivante, la communication. Dernière partie, la communication. Pourquoi c'est aussi brouillon? La première raison, c'est qu'elle n'est pas faite par des professionnels. Chris Roberts a annoncé, j'en parle
Au début, il a annoncé un financement de, je crois qu'on atteint les 63 millions de la famille Calder. C'est pour le marketing. Marketing, c'est quoi? De la communication sur le jeu. Jusqu'à présent, et encore aujourd'hui, la communication, elle n'est pas faite par des professionnels. Elle est faite par des community managers qui sont passionnés. Elle est faite par les développeurs, donc c'est vraiment pas le métier. Elle est faite par le lore, elle est faite par Chris Roberts, voilà. Donc elle n'est pas faite par des professionnels. Alors c'est compréhensible dans le sens où au départ le projet, c'était un jeu de niche. Voilà, c'était vraiment pour les fans de Chris Roberts. Quand Chris Roberts dit je vais faire un nouveau jeu dans la lignée des Wing Commander, Freelancer, etc. Quelle population il touche? La population des années 90, même si Freelancer ça arrive au début des années 2000, qui étaient des grands fans, qui aujourd'hui, faites le calcul, ont pris un peu de bouteille, sont souvent dans le milieu de l'informatique et ont les moyens d'investir dans le projet. Donc il s'est retrouvé avec beaucoup de pognon, il s'est retrouvé aussi avec des gens avec qui c'était assez facile de communiquer sur le projet, puisque ils avaient les outils pour le comprendre. Voilà, ils travaillent eux-mêmes pour beaucoup sur des projets informatiques, et du coup, ils sont quand même mieux outillés que la moyenne pour comprendre comment ça marche. Le truc, c'est qu'elle a évolué, cette com, dans la douleur. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle fournée de backers qui arrivait, je pense par exemple à celle de la 3.0 qui arrivait, c'était forcément, ça attirait beaucoup de monde, et dans ce beaucoup de monde, il y en a beaucoup qui étaient tout simplement pas outillés pour comprendre le fonctionnement d'un projet, d'où cette vidéo d'ailleurs du jour. Et c'est bon, malheureusement, du coup, ça a évolué dans la douleur. Voilà, à chaque fois qu'il y a eu un drama, parce que toutes ces questions que j'ai abordées aujourd'hui déjà, les premières questions, les premières parties, forcément, fallait y répondre, et c'est pas toujours évident quand on n'est pas un pro de la com. En plus de ça, justement à partir de la 3.0, il y a une bonne part de la com de l'avancement du projet qui a été faite, qui a été basée sur la roadmap qui elle-même est basée sur les fonctionnalités. On a été très nombreux à penser que c'était une erreur. C'était sympathique de se dire dans telle version je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire cela, sauf que ce n'est pas représentatif de l'avancement d'un projet. Parce que les fonctionnalités, elles dépendent des technos, elles dépendent du développement, elles dépendent de beaucoup de choses, et il suffit qu'il y ait un élément qui soit retiré pour X raisons, parce que la technologie n'est pas finie, parce que il manque un autre bout, il manque une autre partie de fonctionnalité, etc. Vous ne l'avez pas. Voilà. Ça ne veut pas dire que le projet n'a pas avancé en parallèle, mais celle-là, vous ne l'aurez pas. Donc il y a eu beaucoup de reports, et ça a été assez mal vécu, parce que mal compris, tout simplement. Et on ne peut pas reprocher aux backers de ne pas avoir bien compris ça, on peut reprocher au projet CIG de ne pas avoir bien communiqué. Pourquoi ne pas d'ailleurs faire une vidéo comme celle que je suis en train de faire? Alors ça, c'est un appel du pied à CIG, vous êtes bien mieux placé que moi pour faire de la com sur le sujet, donc surtout n'hésitez pas. Si jamais l'envie vous en prend, allez-y. Basez-vous même sur ce que j'ai fait, c'est pas un problème. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Un autre aspect de la com, et qui là n'est pas du tout maîtrisé, c'est les créateurs de contenu. Vous avez quand même peu de créateurs de contenu, alors à part JDG, mais vous avez peu de créateurs de contenu très connus qui sont intéressés au projet, en tout cas pas régulièrement. Si je prends l'exemple de JDG que je viens de citer, il a apporté énormément de pognon au projet parce que c'était un grand fan. Donc si je regarde, je vais jeter un petit coup d'œil, si je regarde là-dedans, JDG c'est Pépito, 5757 codes referral qui ont été utilisés. Donc minimum, on va compter $50 par referral code. Ça c'est le minimum, et ça ce n'est que les referral codes, il y en a peut-être beaucoup qui l'ont pris sans utiliser le referral. Ça représente un peu moins de $300,000. Si je prends les 5 qui sont juste les 5 qui sont affichés là, il y en a certainement beaucoup d'autres, ça représente plus d'$1 million à 50 euros, au pack de base à $50. Voilà. Pour ceux qui ont utilisé le referral code. Donc oui, ils ont eu un impact positif. Maintenant, quand vous vous retrouvez avec un JDG qui râle parce que le projet n'avance pas assez vite à son goût, vous vous retrouvez aussi avec un impact
très négatifs sur la communauté et des questions qui vont forcément arriver et pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Parce que vous les avez pas prévues, parce que vous n'êtes pas des pros. Alors voilà, il y a aussi, alors je vais pas me faire des amis, mais tant pis, il y a aussi toute la partie spéculation. Il y en a qui en ont fait leur credo. Le problème, c'est que la spéculation, quand votre public ne la comprend pas bien ou qu'elle est mal communiquée, elle peut générer un sentiment de frustration et d'incompréhension. Du coup, ça a aussi le même impact. C'est-à-dire qu'au début, on dit wow, c'est génial, il va se passer ça, sauf que quand on se rend compte que ça va pas être vrai, bah la hype elle redescend beaucoup. Hein, donc pareil, il va y avoir des critiques. Et pire que tout, le truc qui m'énerve quand ça arrive, c'est les leaks. Le leaks, c'est l'outil du créateur de contenu qui se retrouve dans une période où il n'a rien à dire sur Star Citizen. Alors c'est surtout les spécialistes de Star Citizen qui font ça. C'est une période un peu creuse, allez, j'ai tapé dans les leaks. Sauf que les leaks, c'est quoi? C'est des données sorties de contexte. Donc on peut leur faire dire ce qu'on veut. Voilà, c'est pour vous dire, voilà, c'est vraiment... c'est de la merde. Comme aurait dit Jean-Pierre Coff, les leaks, c'est de la merde. La plupart du temps, les mecs se plantent. Parfois, ils ont raison, mais la plupart du temps, ils se plantent. Parce qu'ils vont chercher une donnée dans du code, ils vont chercher dans une vidéo un truc qui est marqué sur un tableau, mais c'est complètement hors contexte. Donc, c'est pas une info fiable, tout simplement. Et je vais prendre des exemples très récents. Quand on a eu des leaks sur le Nomad, voilà, les leaks c'était ça va être un vaisseau de raffinage. Bah, raffinage, c'est un starter, hein. Voilà, point barre. Des cas aussi où j'ai les mecs qui débarquent sur Discord et alors j'en ai eu plein, hein, ça arrive plein de fois. Les mecs qui me disent ouais, CIG a annoncé ça. J'ai dit pardon, mais d'où t'as cette info? Oui, mais c'est machin qui l'a dit. Ah, mais machin, c'est pas CIG. Quand il y a un mec qui vient te voir et qui te dit ils ont annoncé qu'il y avait eu 1 million de connexions simultanées sur Star Citizen. Quand 2 semaines plus tôt, CIG te dit on a eu 30 000 connexions max par jour pendant l'Invictus et on est plutôt à 10 000 connexions jour, bah t'es loin du million quand même. Hein. Et où t'as eu l'info? Ah bah sur un Discord, le Discord de machin. Ah, mais le Discord de machin, c'est pas CIG, encore une fois. Donc la communication, elle n'est pas du tout maîtrisée auprès des créateurs de contenu, même si des efforts sont faits, en tout cas auprès des plus gros créateurs de contenu. Mais l'information, elle n'est pas maîtrisée parce que c'est pas des pros, tout simplement. Et qu'en plus, les créateurs de contenu en rajoutent une couche. Moi y compris. Parce que ce que je vous dis là, c'est encore une fois mon interprétation du fonctionnement d'un projet, parce que c'est mon expérience que je transpose sur Star Citizen. Donc le mieux, c'est que CIG fasse cette vidéo. Voilà. Bon, la conclusion. Alors je vais tâcher de tout reprendre très très vite. Pour ceux qui auraient sauté directement à la conclusion, de petits coquins. Donc pourquoi c'est long, pourquoi c'est cher, pourquoi il y a des bugs et pourquoi la com elle est bizarre. Donc, dans l'ordre, le budget qui a évolué dans le temps, les studios qu'il a fallu monter, les équipes qu'il a fallu recruter, la recherche et développement, la modification du mode de développement, avoir un build jouable qui fait que tous les bugs ne sont pas corrigés. Un build jouable, les bugs ne sont pas forcément corrigés. On n'en est pas à cette phase-là encore. Ça explique pourquoi les bugs ne sont pas corrigés. Et la communication qui était faite par des personnes dont c'est pas le métier. Voilà. Ça c'est en quelques phrases, je vous ai conclu toute la vidéo. Si ça vous parle pas assez, vous pouvez la regarder en entier. Hein. Voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Maintenant, je vous en ai parlé vite fait pendant l'intro. Mon intention de faire un live pour échanger sur le sujet. J'aimerais beaucoup avoir l'avis d'autres personnes qui sont peut-être dans le milieu, qui sont peut-être carrément dans le milieu du jeu vidéo. Ce serait sympa d'avoir des échanges. Parce que ça permet de peut-être mieux appréhender le projet. Ce qui est quand même le but de cette vidéo. Hein. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour les personnes qui n'ont aucune notion de la façon dont ça se passe. C'est là pour les aider vous aider du coup à comprendre un petit peu mieux tous ces concepts-là. Mais ce serait encore plus sympa d'échanger avec vous directement et avec des personnes qui ont des connaissances sur le sujet. Voilà. Ce petit live, je vous l'annonce pour la semaine prochaine, puisque c'est... Alors là, on est le 6, donc ce sera le 12, le samedi 12 décembre.
à 21h et avec un peu de chance, peut-être qu'il y aura des personnes qui se proposeront d'intervenir. N'hésitez pas à me contacter via Discord ou par mail, il n'y a pas de souci. Et on se fera ça. En attendant, j'espère vraiment que CIG va communiquer sur ce sujet-là en particulier, parce que c'est pas technique, mais c'est quand même intéressant. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera un tout petit peu à mieux comprendre tout ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen. Salut tout le monde!